Bon, bah alors écoutez, troisième table ronde, je sais que c'est un peu compliqué comme ça d'affilée, mais bon, je crois que c'est tellement passionnant, donc merci au bureau de Tougab de donner l'opportunité d'animer cette table ronde avec des intervenantes d'exception, hein, que vous voyez ici sur scène, que je vais déjà présenter. Alors, à ma gauche, Laurence de Villers, vous devez la connaître, l'entendre souvent d'ailleurs sur les plateaux télé, chercheuse universitaire CNRS Sorbonne, professeure en informatique appliquée, spécialiste de l'IA et notamment de l'interaction homme-machine, hein, la détection des émotions, et qui est aussi membre du Comité national d'éthique et président de la Fondation Blaise Pascal. Enfin bon, on en parlera. Alors, Estelle Young. Estelle, peut-être vous la connaissez un peu moins. Estelle nous a été recommandée par Françoise Belay. Estelle est vice-présidente à la transition écologique et à l'innovation de l'Association des administrateurs territoriaux de France et directrice générale adjointe de département. Alors, je crois que c'est aujourd'hui que vous passez de la Meuse à la Meurthe-Moselle. Tout à fait. Bon, voilà. Et donc toujours axé sur l'environnement, l'énergie, les déchets. Vous me disiez quand on préparait cette table ronde, vous avez été au début de votre carrière directrice d'un syndicat d'énergie avec seulement 3 femmes sur 100. Hein, voilà. Et alors après, je termine avec toi, Elisabeth. Donc je ne sais pas si c'est la peine de présenter Elisabeth. Elisabeth Moreno. Quand on l'invite, elle pose des questions au débat précédent. Bon. Donc ancienne ministre en charge des droits des femmes, dirigeante de la TEC, président de la Fondation Femmes à Numérique, de la Puissance du Lien, donc, qui a organisé son événement fantastique cette semaine, et qui est devenue une entrepreneur, qui était déjà engagée, mais là maintenant entrepreneur, après avoir fait une grande partie de sa carrière dans les grandes entreprises et était évidemment très présente au Cercle Interrel, donc, qui est présenté ici. Alors, le sujet de cette table ronde, en effet, là on est vraiment sur la question justement de quelle est la place des femmes et quel est l'impact notamment de l'absence des femmes dans les grandes transitions. Que les transitions, elles soient en effet numériques ou écologiques. Et c'est vrai qu'on a été intéressé à avoir un peu ce croisement de regards d'expertes venant du numérique et de l'écologie, en partant, alors au début, c'est vrai, du rapport que nous avions publié au Conseil à l'égalité sur justement l'invisibilisation des femmes. On retrouve toujours un peu les mêmes symptômes de l'effacement des femmes, l'invisibilisation des femmes dans le numérique, que ce soit dans le contenu comme dans la filière, avec des chiffres qui nous ont fait frémir. Le diagnostic, nous le connaissons, mais il est clair que dans le contenu du numérique, vous n'avez que 8% de femmes qui sont créatrices de contenu sur YouTube, par exemple, et quand elles sont présentes, comme Instagram, elles sont complètement dans des comportements stéréotypés. Quant à la filière, évidemment, ce sont des sujets que Elisabeth et Laurence connaissent bien. Malgré tous les efforts extraordinaires qui sont menés, aujourd'hui, on n'est toujours qu'à 29% de femmes dans le numérique, en sachant qu'il n'y en a que 16% dans les métiers techniques. Tout ceci, et ça je pense que Laurent va nous en parler, évidemment, tout ceci est un problème majeur, notamment quand derrière les solutions technologiques, on veut qu'elles soient adaptées à tous et à toutes, et en fait, il n'y a que des tous derrière ces solutions. Donc, en fait, on a souhaité faire un parallèle entre le numérique et l'écologie, considérant qu'on part un peu avec les mêmes enjeux, qui est certes peut-être plus de femmes dans l'écologie qui s'intéressent à des filières, des études sur l'écologie, mais au résultat, quand on voit les photos de la COP28, il n'y a que des hommes derrière, donc à la table des décisions, il n'y a donc que des hommes, elles évoluent dans un secteur masculin, et à partir de là, faire un diagnostic et puis arriver avec des solutions qui peuvent être justement des solutions communes. Alors ma première question s'adresse à toi, Elisabeth. Bon, donc ton expérience à la fois dans la tech, je dirais à la fois l'entreprise et la politique, et maintenant à la tête de la Fondation Femmes Numériques. En quoi cette révolution numérique impacte différemment, parce que ça c'est une question importante pour l'écologie, en quoi cette révolution numérique impacte différemment les hommes et les femmes, et en quoi évidemment l'absence des femmes dans cette révolution, dans cette transition numérique a un impact majeur sur la société et l'avenir que nous construisons pour nos enfants. Merci Catherine pour cette question. Bonsoir. Enfin, je suis plus. Voilà. Coucou tout le monde. Merci pour cette question. J'étais en train de réfléchir à la manière dont je pouvais faire une réponse un peu plus originale parce que j'ai l'impression de tellement parler de ça
et de répéter sans arrêt les mêmes choses. Et je me suis dit que j'allais vous parler d'expérience, parce que souvent, on accroche beaucoup mieux sur les expériences de vie. Quand je suis rentrée dans la tech il y a 20 ans, mais j'étais tellement enthousiaste parce que je voyais dans les outils technologiques, dans le numérique, un outil d'émancipation des femmes. La première chose que j'avais identifiée, c'est que beaucoup de femmes pouvaient travailler jusqu'à 17h, rentrer, s'occuper de leurs enfants, les récupérer, les doucher, les faire manger, etc. et se reconnecter plus tard. J'avais remarqué aussi que vous pouviez, avec un bon réseau Internet, habiter à Abidjan et vendre votre beurre de karité à Boston. Donc moi, je voyais que... C'était la pub IBM, d'ailleurs, à l'époque. Donc moi, je voyais toute cette possibilité d'émancipation que proposait l'outil numérique. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu que non seulement il y avait moins de femmes, mais en plus, le peu qui y étaient n'étaient pas fondamentalement heureuses parce qu'elles étaient dans des milieux un peu hostiles. Parce que vous savez bien, dès qu'on est moins de 30% dans un environnement, trouver sa place, faire les blagues graveleuses pour faire semblant de faire partie du groupe, c'est fatigant. Et donc, le peu qui y était partait. Et je me suis dit que j'allais faire un parallèle aujourd'hui avec vous pour parler de cet impact. J'allais parler de l'illettrisme. Parce que je crois que l'électronisme d'aujourd'hui, c'est l'illettrisme d'hier. Et c'est un sujet que je connais très bien. Et je vous laisse imaginer ce que c'est que de ne pas pouvoir passer votre permis de conduire parce que vous ne savez ni lire ni écrire. Je vous laisse imaginer ce que c'est que d'être dans un endroit que vous ne connaissez pas et il y a des panneaux, mais vous êtes incapable de les déchiffrer. Je vous laisse imaginer ce que c'est que d'avoir à remplir des documents administratifs pour éviter les pénalités, etc., et de ne pas pouvoir le faire. Le fait aujourd'hui que nous soyons à peine 30% de femmes dans le numérique, ça nous ferme la porte à un nombre incalculable d'opportunités. Tout le monde dit qu'il faut qu'on ait davantage de femmes dans les STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Mais je trouve qu'on ne parle pas suffisamment au-delà des acronymes et des mots barbares. On ne parle pas véritablement de l'impact que ça signifie que de ne pas y aller. Ce n'est pas une question d'aimer les maths, d'être bonne en maths ou pas. Ce n'est pas une question de se dire « ingénieur, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez bonne en maths ». Ce n'est pas une question de se dire « non, moi, j'aime pas les sciences, je préfère les lettres ». Ce n'est pas ça. En fait, ne pas avoir un numérique aussi équilibré que l'on souhaiterait, non seulement ça nous coupe d'opportunités importantes parce que le numérique, qu'on le veuille ou pas, fait partie de nos vies, mais on est en train aussi d'handicaper nos filles qui passeront à côté de cette égalité des chances extrêmement importante qui est celui d'aller vers les métiers porteurs, les métiers qui payent, les métiers d'avenir pour avoir notre place dans cette société. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux révolutions les plus importantes dans lesquelles on est embarqué aujourd'hui, que sont la révolution numérique et la révolution environnementale, alors même qu'elles nous concernent à 100%, alors même qu'elles ont un impact dans chaque espace de notre vie, on n'est nulle part. On n'est nulle part. Moi, j'ai beaucoup d'émotions d'être assise ici à côté de Laurence, parce que Laurence est la première femme qui m'a bluffée dans le numérique. Je t'ai dit que j'avais de l'excitation de t'avoir ici à côté de moi ou pas? Non, mais une vraie excitation. Parce que la première fois, moi j'ai travaillé comme Catherine dans des milieux du hardware. Et donc c'était le commerce, et j'ai pas fait d'études d'ingénierie, j'ai pas fait de sciences, j'ai pas fait... Mais je suis devenue patronne de Lenovo. Je suis devenue patronne d'HP. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas débile. Non, mais on n'est pas débile, on a un cerveau.
Et quand on aime quelque chose, on l'apprend. Mais il y en a qui sont meilleurs que nous. Il y a des hommes qui sont meilleurs, mais pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais simplement parce qu'ils ont bossé le sujet. Et il y a des nanas badass comme Laurence qui maîtrisent le sujet sur les bouts des doigts, mais quand on fait des conférences et que j'arrive et que je vois que des mecs sur le stage et que je dis « mais c'est quoi ce travail ?» On me dit « non mais on ne les trouve pas ». Donc, je ne vais pas faire trop long, pardon Catherine, je finis là-dessus. Mais juste pour vous dire, mesdames, et je vous dis ça en n'ayant fait que des métiers masculins, que toute ma carrière, j'ai fait que des métiers de mecs. Et la politique, je ne vous en parle même pas. Mais en fait, il y a un truc, je vais vous le dire, vous le savez déjà, mais tant qu'on ne changera pas ça, rien ne se passera. Il faut qu'on arrête d'espérer, d'attendre que les hommes nous fassent notre place. Ça n'arrivera jamais. Bon, jamais. Le pouvoir, et ça je l'ai appris en politique, le pouvoir, ça n'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se prend. Et les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui n'ont absolument ni l'envie, ni le temps, ni l'énergie de le partager. Pourquoi ils le partageraient? Donc si vous voulez véritablement que dans 10 ou 20 ans, nos enfants, nos filles et nos petites filles se retrouvent pas assis dans cette magnifique salle pour se dire exactement ce qu'on est en train de se dire maintenant, bougez-vous les fesses. Bon. Alors, sans transition avec la transition avec Laurence, c'est vrai que sur l'IA, je crois que Laurence a vraiment le talent de démystifier l'IA. Hein. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on a aussi, ce qu'on apprend en t'écoutant et en même temps de mettre l'accent sur les risques. Donc, quels sont un peu les risques majeurs, justement par le fait qu'il y a si peu de femmes derrière les personnes qui codent et qui développent. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai, tu dis, on prend le pouvoir, mais comment prendre le pouvoir justement face à l'essor de l'IA? Merci de me laisser la parole sur ce sujet. Donc, pour moi, le risque majeur, c'est effectivement de passer à côté. Hein. C'est d'être des esclaves de ces objets, voire d'être, un objet dans l'objet. Hein. On voit la féminisation des robots, des chatbots, ces objets autour de nous qui vont parler avec des voix féminines. Qu'est-ce que ça renvoie comme image de notre représentation? On peut l'éteindre quand on veut. On peut faire aussi qu'elle parle que de foot. Enfin, on peut tout imaginer. Donc, ces objets... Moi, j'avais des collègues en robotique qui me disaient on n'a pas besoin de femmes, on a les robots. Formidable. Donc, il est évident qu'on n'a pas beaucoup progressé. Je crois que c'est ça le constat. On a plutôt régressé. Hein, depuis, en plus, les brillantes décisions de ne plus faire de mathématiques, les mettre en option, ça a plombé le sujet, encore plus que ce qui était avant. Donc, il est aujourd'hui important d'être presque en guerre sur ces sujets. On voit des femmes qui arrivent à des hauts postes, mais regardez, massivement, ce n'est pas le cas. On a quelques héroïnes, dont tu fais partie, qui vont passer le plafond de verre et qui seront écoutées et qui peuvent accéder à des hauts postes. On commence à en voir, mais ce n'est pas la... Comptez, quoi. Référez-vous à des statistiques. Je pense que pouvoir quantifier ce qui est en train de se passer, c'est l'arme majeure. Et donc, si on met les gens devant des évidences qui sont que, non, il n'y a pas de femmes là, non, elles n'ont pas accès à cette éducation, elles ne veulent pas y aller, les parents sont aussi fautifs, parce que j'entends aussi des mères qui disent « mais elle ne va pas aller se battre avec les autres, c'est un monde très masculin ». C'est dans nos esprits. Donc, il faut absolument que l'on révolutionne, en fait, ces fausses idées, cette espèce de train-train de femmes qui est entretenue. On nous l'apprend comme ça. Si je vous montrais Getbox, que j'ai montré au Grand Rex, qui est une petite femme en socket, très sexy, et qui joue la femme à la maison, mon chéri, je t'attends, formidable, et même quand le mec s'en va, cet hologramme continue à envoyer des textos, donc c'est abominable. Donc ça a été développé par un homme, j'imagine. Ça a été développé par un homme. Alors, le biais, c'est que 80% des hommes sont des codeurs et décideurs sur ces sujets, et 80% de ces objets sont féminisés.
Et personne n'est alerté. Donc, on est vraiment aujourd'hui devant des situations qui ne sont pas prises en compte par les hommes. Si je me réfère à ça, regardez combien de femmes ont écrit des articles, et on est quelques-unes à faire de l'apprentissage machine, à travailler sur l'interaction humain-machine. Il y en a beaucoup des femmes, elles sont cachées, invisibles. Très peu arrivent à prendre le temps aussi de venir devant vous pour dire attendez, moi j'ai 5 thésards, j'ai plein de projets, j'ai autre chose à faire. Et beaucoup me disent mais je ne peux pas, j'ai pas le temps. Mais raisonnablement, on doit s'organiser pour qu'à tour de rôle, il y ait des femmes qui viennent des sciences et qui disent ce n'est pas normal. Écoutez ce que dit Mélanie Guénet sur les mathématiques. Elle est, elle est vraiment dans une position où elle prend des risques pour elle-même. C'est-à-dire qu'au sein des groupes et des scientifiques, on est mal vu. Je n'aurai pas la médaille du CNRS, c'est pas possible, parce que je m'exprime beaucoup trop. Donc il y a aujourd'hui une espèce de vitrine qui dit on fait tout pour les femmes, regardez, on a des index qui montrent ci ou ça. C'est un vernis. Et je suis désolée, regardez partout, on ne prend que des femmes qui sont consensuelles, qui sont alignées sur les hommes. Si elles sont là, elles le font. Quand elles accèdent à des hauts postes, elles ne renvoient pas forcément l'ascenseur aux autres. Et donc, on a besoin de taper du poing sur la table. Et si on ne le fait pas, on crée demain aussi une situation de guerre. Parce que ces mecs qui sont en compétition à travers ces robots, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La guerre après la guerre des subprimes, on a la guerre de l'IA en ce moment. Et c'est à celui qui va lever le plus de fonds. Mistral AI, le neveu qui est chef d'entreprise, qui est le neveu de Laurent Alexandre. Laurent Alexandre se vante, mais il m'envoie des textos en disant « Ah, au moins celui-là, il lève des milliards, il lève des millions. » C'est ça l'objectif. Ce n'est pas un objectif de faire demain un monde meilleur pour la santé, pour l'éducation. Non, c'est un objectif économique. Regardez, moi je fais partie d'un comité d'éthique. Nous avons rendu un rapport sur l'IA générative, les enjeux d'éthique au ministre délégué qui était Jean-Noël Barrot. Nous avons été reçus. On nous a expliqué qu'il n'aimait pas trop nos recommandations d'ouverture, de transparence et d'évaluation des systèmes en open source, ce qui sont les systèmes que veulent faire Mistral AI, par exemple. Et donc derrière, aucune retombée de ce que nous avons fait, à beaucoup, en essayant de trouver quels étaient les risques, quels étaient les enjeux d'éthique à travers cela, perte de vérité, recopie de choses, pas de copyright. Il y a des biais stéréotypes majeurs, c'est-à-dire qu'on va renforcer tout ça. La machine n'est pas intelligente, c'est à partir de données, mais c'est des mécanismes statistiques. Et là, je pourrais prendre ma casquette d'IA et vous dire comment ça marche, mais peut-être qu'on va le garder pour la question suivante. Mais il est essentiel de comprendre qu'il faut démystifier comment ça marche, qui a le lead, et les femmes sont essentielles pour aller jouer dans ces enjeux, parce que l'IA, c'est tout sauf juste des maths. C'est tout sauf juste de l'informatique. C'est pluridisciplinaire. Et donc, moi, j'embarque des jeunes filles en sociologie, en philosophie, en linguistique. Nous avons besoin d'acteurs pluridisciplinaires. Si on ne fait pas ça, on ne maîtrisera pas les conséquences de ce que nous sommes en train de créer. Or, il y a un pouvoir d'amener tout le monde à moins d'illettrisme. Il y a un pouvoir de mener tout le monde à plus d'économies positives. Il y a un pouvoir à mener des objectifs de mesure des dépenses d'écologie. Tout cela, je pense que les femmes ont envie de le faire. Il y a besoin de prendre soin de l'autre, il y a besoin d'une énergie autre, de prise en compte de l'éducation. Moi, j'entends, il faut mettre des systèmes d'IA dans l'éducation, mais on ne le dit pas. Il faut apprendre aux enfants les concepts qui sont derrière. Qu'est-ce que c'est qu'être manipulé? Prendre l'attention des enfants. Qu'est-ce que c'est que free to play, pay to win? Partout, il y a des objets comme ça autour d'eux. Ils les ont dans les mains à 10 ans. J'essaie de pousser ça dans la Fondation Blaise Pascal de médiation en mathématiques et en informatique où on a un fort enjeu autour des jeunes filles pour sur les acculturer sur ces sujets et pour leur dire c'est pour vous, allez-y. Et il y a des enjeux pluridisciplinaires qui sont extrêmes. Donc j'espère que c'est comme ça qu'il faut en parler en tout cas. Et je pense qu'on est en guerre. Bon. Magnifique. Bravo. Donc il y a urgence, je pense qu'on voit l'urgence dans le numérique. En effet, les propositions, nous aussi, elles restent un peu sur la table au Conseil. Mais bon, on continue la guerre et maintenant, en effet, on peut comprendre que
dans l'écologie, alors là, je veux dire, on est aussi en guerre. Hein. Et alors, en préparant un peu ce parallélisme entre le numérique et l'écologie, je voyais qu'en même temps, sur l'écologie, il y a quand même, on a l'impression que les femmes sont demain plus présentes, ou du moins on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus actives ou actrices, hein, parce que finalement le titre de notre table ronde, c'est les femmes actrices. On dit que souvent c'est quand même elles qui achètent bio à la maison, qui font le tri, enfin presque apparemment il y a une étude aux États-Unis qui disent que les hommes féministes, les hommes écologistes sont plus féminin que masculin. Pour moi, il y a un petit peu toute cette idée de l'écologie qui est liée au féminisme, mais en même temps, comme je le disais en introduction, où sont les femmes, hein? Où sont les femmes et comment, alors vous avez une expérience en plus de terrain, donc comment est-ce que, justement, dans votre expérience de terrain, dans cette transition énergétique, quand vous lancez des politiques de décarbonation, comment est-ce que les femmes vous aident et surtout, comment faire en sorte que dans un département, puisque c'est là où vous opérez, bien, il y ait cette équité qui est espérée et que les femmes puissent vraiment jouer leur rôle d'actrice dans les politiques écologistes. Merci. Le rapprochement des deux thèmes est vraiment particulièrement pertinent. Alors, les femmes, elles sont actrices ou elles subissent ? La première chose, j'ai envie de rebondir sur vos propos, Catherine, sur oui, les femmes plus sensibles parce qu'elles font les courses, etc. Mais en fait, c'est parce que les femmes sont assignées statistiquement à ces choses-là. Les femmes, statistiquement, font plus les courses que les hommes, donc sont confrontées au sujet, enfin pas confrontées, mais font le choix du vrac, font le choix du localisme. Les femmes assument plus les mobilités routinières que les hommes. Emmener les enfants à l'école, emmener les enfants au loisir, aller faire les courses. Donc, c'est pas d'argument. Je vais commencer par 3 constats avant d'arriver sur la pratique professionnelle et où sont les femmes dans le cadre d'emploi qui est le mien. Les premiers constats, j'aimerais vous rappeler quelques statistiques en matière de changement climatique. Vous le savez sans doute, 50% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait des 10% les plus riches de cette planète. Je vous rappelle qu'un Français au SMIC à 1 400 € net par mois fait partie des 10% les plus riches de la planète. Donc le changement climatique, la responsabilité du changement climatique, c'est quand même un peu une affaire de nos pays les plus riches. Et les femmes composent 60% des personnes les plus pauvres de la planète. Alors c'était la suite, Madame la Ministre, et moi j'avais 70%. Comment me casser la baraque? C'était la suite. Voilà. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Elles sont dans ces 10%? Évidemment, il y en a un petit peu. Mais je voulais vous amener à faire un petit peu d'intersectionnalité et parler évidemment de la pauvreté. Et dans le monde, 70% des pauvres dans le monde sont malheureusement des femmes. Donc voilà où nous sommes, voilà où nous subissons, voilà un chiffre où nous devançons les hommes, mais triste constat. Pourquoi les femmes sont dans ces 70% les plus pauvres? Toujours à l'échelle du monde. Vous le savez, on a des inégalités de patrimoine très fortes. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette inégalité dans laquelle se trouvent les femmes et l'écologie? Les femmes ont des inégalités de patrimoine. Je vous donne quelques statistiques. 10% des terres seulement appartiennent aux femmes. Et grand paradoxe, 50 à 80% de la production alimentaire dans le monde est assurée par nous, par les femmes. Donc, on a un vrai sujet. Vous allez me dire, ouais, mais c'est mondial, en France, c'est mieux. Bof, bof. Une petite statistique tirée du secteur de l'agriculture, qui a été sous les feux des projecteurs ces dernières semaines, malheureusement. 13% seulement des transmissions de terres en France vont à des femmes. Donc, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux en France que dans le reste du monde. Les inégalités, la pauvreté, elle vient aussi des inégalités de revenus. Là, je ne vais pas m'étendre. Un deuxième constat, les femmes ont plus de mal à s'adapter au changement climatique que les hommes. Et pourquoi? Toujours les mêmes causes, c'est toujours les mêmes inégalités qui touchent les femmes et qui qu'on retrouve dans le sujet de la transition écologique. Les femmes ont moins accès à la terre, je vous l'ai dit, moins accès au crédit bancaire, elles ont moins accès tout simplement, et ça sera la suite de mon propos peut-être dans la deuxième question, aux structures de prise de décision. Troisième constat, Catherine, pour finir sur ce sujet, que pensent les femmes? Donc on a pas mal de statistiques qui nous permettent justement d'aller se dire, est-ce que les femmes sont plus sensibles au sujet de transition écologique que les hommes?
Encore une petite actualité, les élections européennes. Je ne ferai pas de politique ici. Simplement, j'ai relevé une statistique de vote aux élections européennes de 2019. Le vote Europe Écologie Les Verts, c'était 13,5%. Et si on regarde le genre, derrière ce 13,5%, il y a un écart assez marqué entre le vote des femmes et le vote des hommes. On avait 17% de femmes et seulement 9% d'hommes. Si l'on regarde des études, alors on a pas mal de statistiques et on a notamment un observatoire international climat et opinion publique qui produit des statistiques genrées. Quand on interroge les personnes sur leur sujet de préoccupation principal, la sécurité, l'injustice, je sais pas quoi, l'environnement arrive les femmes le citent à 52%, les hommes seulement à 42%. Donc oui, il y a une préoccupation environnementale plus forte des femmes. Cela cache des disparités. Les femmes jeunes sont beaucoup plus sensibles au sujet de transition écologique et les femmes issues des classes sociales supérieures sont également plus sensibles que les autres. Est-ce que je garde la suite pour la deuxième question pour parler de l'expérience professionnelle? Voilà. Je peux juste ajouter un bien chiffre. sûr, tu peux rajouter. Juste un chiffre. 80% des déplacés climatiques sont des femmes. Oui. Oui, de toute façon. Je crois qu'en effet, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Alors, justement, on fait ce diagnostic. Vous avez dit toutes les deux qu'on est en guerre, et on peut considérer qu'on est en guerre, mais finalement, on est en guerre parce qu'on veut aussi, je dirais, lutter. On lutte contre quoi? On lutte contre les hommes, on lutte contre le système, on lutte contre un modèle de société qui, justement, ne correspond pas aux aspirations que nous avons. Et en fait, c'est là où peut-être quels seraient les moyens, bon, si on peut rêver, de construire un nouveau modèle de société dans lequel, justement, on pourrait arriver à ces objectifs d'équité. D'abord, les mots ont un sens et on a la chance d'avoir une très très belle langue française. C'est épuisant de lutter contre. Non mais c'est vrai. Et utiliser le mot guerre, nous les femmes, on n'est pas... Bon, on est des guerrières, mais par la force des choses, mais je pense que si on pouvait arriver passivement à prendre la place qui est la nôtre, et on ne demande pas l'aumône en fait, on est dans tous les espaces. Madame parlait des inégalités, qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus pauvres? Parce qu'on est les premières à être mises en travail à temps partiel, parce qu'on gagne 20% en moyenne que les hommes, parce qu'on occupe des métiers qui sont moins payés que les hommes. Les métiers rémunérateurs. Pardon, mais c'est nous qui faisons les enfants. Et à quel moment il y a un décrochage significatif entre le salaire des femmes et des hommes? À quel moment on passe à côté des stock options et des promotions? Oh bah dis donc, quand on a des bébés. Alors d'un côté on nous dit, mesdames, on a besoin de vous pour réarmer la France, et d'un autre côté, on n'arrive pas à trouver des places de crèche. Quand on part en congé mat, on est placardisé. On passe à côté des promos. Donc, avant de réarmer la France, on va peut-être nous réarmer, nous, pour qu'on puisse prendre la place qui est la nôtre. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez bien réalisé que j'étais plus ministre. Liberté de parole. Attention quand même, parce qu'il y a une solution masculine qui est donnée à ça, d'accord, qui est utilisée chez Google. Donc, congeler vos ovocytes, c'est la première. Et la deuxième, c'est l'utérus artificiel, qui va nous pendre au nez bientôt. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de nous pour faire cette chose qui est magnifique. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que vous vous rendez compte qu'en fait, on en est arrivé, nous, les femmes, moi je le dis parce qu'à un moment donné, ça m'avait traversé l'esprit. Nos carrières, si on veut vraiment les mener là où on veut aller, eh ben en fait, on décale notre maternité. Sauf que la nature est ainsi faite qu'avoir un bébé à 40 ans, c'est pas la même chose qu'en avoir un à 30. Et je vous parle même pas des nuits blanches où vous vous levez avec des cernes jusqu'ici. Je vous dis juste physiquement, c'est pas une bonne idée. Donc en fait, aujourd'hui, quand les femmes travaillaient moins, c'était ce que c'était. Sauf qu'aujourd'hui, si on veut avoir une vie digne, correcte, partir en vacances, avoir une jolie... on est obligé de travailler. C'est pas qu'on a toute envie de travailler. On est obligé. Sauf que le système, le cadre, la structure n'est pas faite pour nous aider à être
des super mères de famille qui ne culpabilisons pas en permanence quand on jette notre gamin à la crèche pour prendre la voiture et filer au bureau, et en même temps réussir dans nos jobs parce qu'on a une pression de dingue sur les épaules. Donc oui, le système aujourd'hui n'est pas fait pour ça. Donc, les solutions, c'est quoi? Moi, je crois énormément à l'entraide. Je crois énormément à l'entraide. On nous a fait croire que nous, les femmes, dès qu'on est trop de femmes, on s'entre-déchire parce qu'on n'est pas capable de travailler ensemble. Vous l'avez jamais entendu, ça? Oui. Vous avez jamais entendu des femmes qui vous disent « Oh là là, oh là 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 ». Moi, les pires patrons que j'ai eus, c'était des patronnes. Vous l'avez jamais entendu? Et souvent, je dis, les mauvais patrons, c'est pas une question de genre, c'est une question de caractère, c'est une question de personnalité. Donc, en fait, moi, je vous rappelle, mesdames, que nous sommes 51% de la population. 51%, c'est la majorité. Je veux bien comprendre qu'on soit la seule majorité traitée comme une minorité. OK. Mais on n'est pas obligé de l'accepter jusqu'à la fin des temps. À un moment donné, si on décide qu'on va oublier un peu nos inimitiés, qu'on va oublier nos différences, qu'on va oublier tous ces poids qu'on porte sur nos épaules, tous ces préjugés qu'on a vis-à-vis des autres femmes, et qu'on se dit, mais peut-être que notre cause est plus grande que nos desiderata individuels et personnels, mais on sera imbattable. Imbattable. Et il y a une femme qui le dit mieux que quiconque. Elle ne le dit même pas, elle le chante. Sandrine Saroche chante. Voilà. Tu vas te mettre à chanter? Seul. Non. Pas prévu, là. Non, mais elle le dit tellement bien. Seul, on est invisible. Vous le voyez bien, à chaque fois qu'on va dans les espaces de pouvoir, on nous le fait payer âprement. Et merci, Laurence, de dire que tu n'auras jamais la médaille de je sais pas quoi. C'est pas grave, parce que nous, on t'aime, en fait. Non, mais en fait, si nous, imaginez, on est combien de Laura, femmes, là? il va falloir, on va se mobiliser. On est combien de femmes? Non, mais attendez, on est combien de femmes dans cette salle? Non, mais on représente 500 000 personnes, parce qu'en fait, c'est ces têtes Non, de mais réseau, là. Imaginez, comme ça, une folie. Si demain matin, on était 500 000 à nous jeter sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur tout ce qu'on peut utiliser, et qu'on disait, mais comment se fait-il que Laurence de Villers n'ait pas encore eu la médaille du CNRS? Comment? Attends. Bon. Mais je vous assure, en fait, Bon. le problème, c'est... J'arrête, C'est le Catherine, j'arrête. Non, mais je voudrais juste que vous compreniez. Je voudrais juste que vous compreniez qu'en vérité, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne l'imagine, sauf qu'on ne fait pas... En fait, donc je finis la phrase, c'est « Seul, on est invisible, ensemble, mesdames, on est invincible ». Très bien. Alors, sur ce, on va revenir peut-être sur l'IA. Parce que moi, en fait, est-ce que justement l'IA va nous permettre d'avoir ce monde auquel on aspire, ou est-ce qu'il faut un peu pour démystifier l'IA aujourd'hui? Et donc, j'aimerais bien que tu puisses nous en parler. Alors, ce qui défraie la chronique en ce moment, c'est l'IA générative, hein, celle qui est dans le ChatGPT. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a 3 systèmes en fait dans le ChatGPT. Il y a l'IA générative au cœur, et puis au-dessus, il y a d'autres algorithmes qui viennent modifier un peu la teneur des propos produits par le premier système. C'est des filtres pour être plus politique, par exemple. Hein. Le fait que ChatGPT ait une espèce de phrasé un peu « je ne peux pas parler de ce truc-là », tout ça, c'est des filtres qui sont rajoutés au-dessus. Donc l'humain... Il y a des gens qui sont payés, très peu d'ailleurs, les hommes du clic, hein, pour aller modifier largement les réponses pour qu'elles soient plus lissées, plus appropriées à ce qu'on souhaite entendre. D'accord ? Là, ça peut s'apparenter à de la censure, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas contrôlé. On peut dire, on ne parle plus de ce sujet-là. On ne parle plus d'Elisabeth Moreno, on ne parle plus de Laurence de Villers parce qu'elles sont un peu quand même hautes en perspective. Bref, on peut imaginer des censures. Donc ça, c'est au-dessus. Mais maintenant, si je reviens en dessous, le LLM, là, le Large Language Model, si je parle des textes, c'est quelque chose qui est en fait une compression de milliards de données. Et c'est fondé en fait sur une phrase assez simple pour le comprendre, la façon dont l'algorithme en fait encode toutes ces données. Elle va encoder en fait, elle va représenter un mot par un vecteur de plein de cas où on a vu ce mot, plein de contextes. Et en fait, c'est simple à comprendre
par la phrase suivante qui venait d'un linguiste américain en 1957 qui disait « On connaît un mot, le sens d'un mot, grâce à ses voisins, grâce au contexte. » Si je dis « le ta boit du lait », bon, tout le monde se dit « chat, chien, enfant, quoi, qui boit du lait ?» D'accord ? Et donc c'est grâce à des mécanismes comme ça d'attention des mots autour d'un mot qu'on va encoder les contextes dans ce gros système. C'est majeur, ce ne sont même pas des mots qui sont les unités élémentaires. De temps en temps, c'est 3 ou 4 caractères en moyenne. Dans GPT 3.5, c'était comme ça. La majorité des données utilisées sont des données en anglais. On est en train de parler en français avec un système qui, lui, a une majorité de données, 80%, hein, et en français, c'était moins de 5%, dans ChatGPT, le premier qu'on utilise. Plus, il y a plein d'hyperparamètres dans ce système qui font qu'on est leurré encore plus. Je vous en donne un. La température. Qu'est-ce que c'est que la température dans un système comme celui-là? Donc, le gros système a comprimé des milliards de données en encodant chaque token qui est donc chat, par exemple, est représenté par un vecteur et lorsque vous produisez un prompt, on va transformer votre prompt en token, en mêmes unités, et on va chercher quelles sont les références et on va chercher à produire la suite. Qu'est-ce que la température? C'est le fait de ne pas prendre le meilleur, mais de prendre parmi, par exemple, les n meilleurs possibles. Ce qui veut dire qu'une température à 0, il n'y a pas d'aléatoire. Je vais prendre le meilleur possible à partir des statistiques. Si je dis une température supérieure à 0, je vais prendre aléatoirement parmi les n probables. Ce qui donne l'impression pour nous qui l'utilisons, la première fois qu'on va poser une question, on a une réponse, on recharge le système, on lui pose la même question, il nous répond autrement. Parce qu'il y a ce facteur qui finalement apporte un peu de diversité. Donc ça fait humain. Il y a d'autres hyperparamètres comme ça qui vont modifier les conséquences. Et Microsoft a produit dans Bing quelque chose qui était assez intéressant pour se rendre compte, qui était 3 boutons. Quand vous posez la question, il y a très précis, un peu créatif, très créatif. Ça, la température. Et vous pouvez très bien vérifier ce que ça fait. Ça s'appelle de l'encapacitation, empowerment en anglais, de comprendre que j'ai une machine en face, qu'il y a des trucs dans cette machine qui ont été construits par des ingénieurs et qui permettent d'obtenir certains résultats. Ça démystifie le fait que ce ne soit pas humain du tout. Il n'y a pas d'intention, c'est que c'est une machine de guerre statistique. J'enlève le mot guerre. C'est une machine énorme, statistique, qui produit un résultat qui ressemble tellement à des propos possibles d'humains que c'en est bluffant. Ça peut aussi sortir des âneries avec le même ton. Et là, on parle d'hallucinations qui sont des erreurs, en fait. Mais la machine se rend compte de rien du tout. Et elle est tout sauf neutre. Elle produit en fonction de ce qu'elle a dans son cœur. En fonction des données, justement, qui sont fonction biaisées, des données. genrées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire construire des systèmes éthiques? C'est pas de mettre des règles morales dans la machine, parce que là, ça serait pas forcément éthique. Ça dépendrait de l'éthique de la personne qui construit le système. Donc, c'est surtout de vérifier que le système donne des réponses qui sont évaluées comme souhaitables dans certaines situations. Donc on fait ce qu'on appelle des jeux d'essai, des benchmarks en anglais, pour vérifier un certain nombre des comportements. Mais malgré cela, on ne peut pas tout vérifier. Et donc j'aime bien parler de Blaise Pascal à ce sujet. Blaise Pascal qui inventa la pascaline. La pascaline, c'est facile, vous faites 2 x 2, ça fait toujours 4. Et bien là, nous sommes devant des systèmes qui sont tout sauf exacts. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir nous raisonner à partir de l'incertain, vraiment avec ces objets. Donc il faut apprendre à les utiliser. Et je trouve que actuellement, on n'apprend pas à utiliser ces ChatGPT. Tout le monde va l'utiliser plus ou moins dans son job, en le dissimulant de temps en temps. Les enfants pondent des rédactions où les parents me disent « De quoi parle-t-il » Quand je pose la question sur ce qu'ils viennent d'écrire, ils ne savent pas répondre. Donc il ne faut pas que ce soit une prothèse de langage qu'on utilise sans comprendre le contenu réel, d'où ça vient. Ces systèmes, en fait, ils perdent toute notion de source, puisque en fait, ça agglutine comme un puzzle, des entités toutes petites. On a perdu d'où vient le mot. Du coup, tout fonctionnement est possible. Je pose une question extrêmement pointue et il y a un seul ou quelques textes qui répondent à ça. Bon, je vais sortir ces textes-là. Et là, on dira, oh là là, c'est du plagiat ou c'est problème de copyright. Oui, j'ai été chercher un truc qui existait déjà. Si je pose une question assez générale, là, j'ai le fourre-tout habituel, un peu de tout.
La machine n'a pas d'opinion, hein. Elle ne fait que recracher des stats. Donc, elle va sortir les opinions majeures, celles qui statistiquement vont être présentes dans le corpus. Donc, l'éthique, c'est de savoir raisonner, d'évaluer sur, finalement, un système qui est plus ou moins correct. Mais il n'empêche qu'on n'arrivera pas à faire 0 erreur. Donc, c'est pour ça que je dis que demain, il faut, si vous utilisez ces outils, d'abord comprendre bien comment ils fonctionnent, pas les encoder, pas devenir programmeur, mais en tout cas comprendre les concepts majeurs. Et donc à la Sorbonne, on est ensemble à essayer de pousser dans ce sens, c'est-à-dire d'essayer de faire le lien entre ces hyperparamètres et les conséquences pour nous qui l'utilisons, et que ça soit moins invisible et qu'on comprenne mieux comment ça marche. Je pense que c'est urgent pour les femmes principalement, mais pour tout le monde en général. Et moi je dis souvent que l'intérêt, c'est pas de prendre un lead de quoi que ce soit, d'ailleurs on en est loin, mais c'est de travailler ensemble. Et travailler ensemble avec les hommes, c'est ce qu'il y a de plus intéressant d'ailleurs. Parce que nous avons des objectifs différents, parce que plus on va être dans un environnement riche, et on le voit dans les startups, on voit maintenant que lorsqu'il y a un monde qui vient de la même école, qui est équivalent, bon, il n'y a pas une diversité d'idées qui émerge. Bon, ils vont faire un super job peut-être, mais il n'y aura pas cette étincelle qui peut émerger de la confrontation d'un grand nombre de diversités, de pensées, de cultures, d'éducation. Et à force de faire des moules comme ça, on a des énarques qui sont tous les mêmes, qui sont aux manettes. On fait des gens qui sortent avec des profils quand même très caractéristiques. Et je pense que c'est une erreur. L'intelligence vient de cette diversité. Et ces machines peuvent nous aider aussi à trouver des mesures autour de ça et à montrer qu'on va dans le mur si on est tous pareils. Je pense que ce sont des parangons, ce sont des outils qui sont à la fois négatifs, si on veut on peut les utiliser très mal, et en même temps qui peuvent apporter beaucoup si on sait mesurer ces biais, si on sait mesurer ces mauvaises utilisations. Hein, si on en fait en cybersécurité, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut aussi les utiliser, apprendre à bien les utiliser. Et je vous encourage d'ailleurs, quand vous utilisez ces objets comme ChatGPT, à produire, d'abord lui donner vos textes. Vous lui donnez des textes à vous, des textes qui sont importants, sur lesquels vous voulez travailler. Et ensuite, vous posez des questions sur les textes, vous demandez de synthétiser, vous demandez de réécrire. C'est comme ça qu'on l'utilise, c'est-à-dire qu'il va aller directement chercher ce que vous avez dit, ce qui est le plus proche de vos questions, et il va remanier ça, et ça, sur la syntaxe et l'orthographe, il est meilleur que beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup Laurence, en effet c'est toute une question d'éducation, apprendre à utiliser et tout dire. On peut l'applaudir. Alors ma dernière question avant d'ouvrir aux questions de la salle, c'est avec Estelle. Déjà, Elisabeth. Alors Estelle, donc on en revient peut-être, moi j'aimerais bien que vous me parliez quand même sur le terrain, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir comment sur le terrain vous allez embarquer les femmes aussi sur les politiques dans la transition énergétique. Alors déjà, moi je représente un cadre d'emploi, celui des administrateurs et des administratrices territoriales. Et donc c'est une association où on a rapproché les thèmes de l'écologie et du féminisme depuis peu. Le féminisme, ça fait longtemps qu'on était dessus. On est membre fondateur de Tougap, il n'y a pas de sujet. Françoise Belay, qui est au premier rang, incarne ce sujet-là depuis des années. Sauf qu'il y a 4 mois, on s'est dit, on va aller plus loin. Et chez nous, ce sera une coprésidence paritaire. Donc dans la salle, il y a Karine Garcin-Escobar, qui est coprésidente avec Rémi Berthier. Et puis on s'est dit aussi, on va créer une vice-présidence sur la transition écologique. Pourquoi ? Parce que nous, fonctionnaires, on a quand même une sacrée responsabilité dans ce changement climatique et dans la préservation de la planète. Donc on a cette responsabilité, évidemment, au sein de l'association, mais sur le terrain. Sur le terrain, on est dirigeant, on a des postes assez intéressants dans des collectivités. On est en train de faire une étude sur l'écoféminisme avec l'Institut national des études territoriales. Et les premières statistiques qui sortent, c'est que sur nos postes, on bénéficie de la loi Sauvadet. On est sur les dispositifs de nomination équilibrée. Donc ça devrait pas être trop mal, quoi. On devrait trouver des femmes aux manettes sur ces sujets-là. Moi, je suis un peu seule au monde dans mon sujet. Je suis une DGA femme en charge de sujets techniques depuis la nuit des temps, alors que je suis juriste. Donc bon, c'était pas gagné d'avance, mon affaire. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, statistiquement, 70% des postes de direction et de direction générale dans nos grandes collectivités, puisqu'on travaille dans des collectivités de plus de 40 000 habitants, ils sont tenus par des hommes. Les femmes n'ont encore pas trouvé leur place. Pourquoi ?
c'est le même sujet qu'on évoque depuis tout à l'heure, parce qu'on est plutôt sur des métiers pensés comme des métiers techniques. Les métiers techniques, les femmes sont sous-représentées et c'est une erreur et je rejoins ce qu'a dit Laurence tout à l'heure. Pas tous pareils. Pour réussir la transition écologique, évidemment, il faut des profils différents et surtout dans nos administrations. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin forcément d'experts de la mobilité, d'experts des déchets, d'experts de la décarbonation, parce que tout ça, c'est plutôt les entreprises qui vont nous amener les solutions. Moi, j'ai besoin de gens qui vont aller convaincre la population, convaincre les élus que la transition écologique est une impérieuse nécessité, qu'elle est systémique et qu'on la réussira ensemble. Deuxième, je finirai là-dessus, la deuxième solution que je trouve, dont moi je me sers pour réussir la transition écologique et faire changer les choses, il y a la parité en politique, tout simplement. Je suis dans un département, vous avez, et c'est la loi, autant de conseillers départementaux que de conseillères départementales. Je vais vous faire une petite partie récit. Je travaille donc jusqu'à ce soir minuit au département de la Meuse, un département de grande ruralité, où le président s'est engagé dans une démarche de transition écologique très forte, mais il y a 2 ans, il était très seul. Et on avait des débats qui étaient genrés. C'est-à-dire qu'autour de la table, quand on parlait véhicules électriques, pire, quand on parlait alimentation dans les cantines, oulala, le bœuf dans un département d'élevage, je ne vous dis pas comme ça pique et comme les discours étaient animés. Bon, on s'est dit, il faut qu'on y arrive quand même, donc on avait de la réticence, désolé, de ces messieurs. On a fait de la sensibilisation, fresque du climat, Shift Project, on a fait venir des experts, on a proposé des solutions. Quand on a refait le débat 1 an et demi plus tard, pour faire voter ce qu'on appelle un plan de transition, celles qui m'ont aidé, ce sont les femmes, ce sont les conseillères départementales qui se sont opposées à leurs collègues masculins en disant la voiture électrique, même en Meuse, oui, on va réussir à la recharger. Moi, je roule avec une voiture électrique et ça va très bien. Donc lâche ton gros SUV et on va s'en sortir avec une petite Zoé. Sur l'alimentation, c'est là où elles ont été les plus fortes et les plus offensives. Et on a voté un plan de transition à l'unanimité au final, et c'est vraiment les femmes qui ont aidé sur ce sujet-là. Voilà, c'est un récit, c'est pas une vérité absolue, mais dans ce cas-là, la parité nous a fortement aidés. Merci beaucoup, c'est un très bel exemple, je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, je vois qu'on me dit qu'il reste 5 minutes, donc en fait, je peux prendre une question. Voilà, si tu veux te lever, est-ce qu'on peut lui donner vite un... Marine Darnaud, je suis directrice exécutive de Paris Santé Campus, qui est donc un établissement dont l'objectif est de développer la filière du numérique en santé en France et en Europe. Une remarque, une question. La remarque, c'est rapide. Il existe des énarques formatés qui font tout un travail de déconstruction, je vous en assure. Oui, d'ailleurs elles sont dans la salle, les énarques dont on parle. Ce sont des femmes. On est d'accord, ce sont des femmes. Ma question est la suivante. Vous avez, mesdames, évoqué plusieurs freins, les stéréotypes de sexe, la captation du pouvoir économique, politique. Vous avez également évoqué un certain nombre de solutions, la formation, la sororité. Nous sommes peut-être passés un peu rapidement sur l'accès au financement qui me paraît absolument essentiel, sur les sujets de recherche, sur les sujets d'entrepreneuriat. Sur les sujets de financement privé, là, vous avez un certain nombre d'initiatives. Vous avez Sista qui était venu d'ailleurs l'année dernière. Mais il y a quand même un outil de politique publique sur lequel nous pourrions intervenir. Nous avons la CDC, nous avons la BPI. Pourquoi ne pas mettre en place des critères sur la mixité des équipes ? Pourquoi ne pas mettre des critères de fléchage sur des sujets qui intéressent directement les femmes, donc tout ce qui est budget genré, etc. Vraiment, ça nous aiderait beaucoup. C'est un beau cadeau pour Marie-Pierre Rixin qui vient d'arriver. Vous l'avez demandé, Marie-Pierre l'a fait. Non mais alors, d'abord, vous avez parfaitement raison. En fait, je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Henry Kissinger qui dit « Who owns the food supply controls the people. Who owns the energy controls the continent. Who owns the money controls the world. » Et la vérité, c'est que nous, les femmes, on ne contrôle pas encore l'argent. D'abord, vous avez mentionné Sista. Je vous rappelle qu'il n'y a que 2% des fonds d'investissement qui
ont l'audace ou qui prennent le risque d'aller investir sur des entreprises créées par des femmes, alors même qu'il y a plein d'études qui montrent que les entreprises créées par des femmes sont aussi résilientes, aussi performantes, aussi etc., etc., etc. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'on va me dire que je ne suis pas objective. Mais elles sont effectivement plus performantes. Ce sont les chiffres qui le disent. Moi, j'ai décidé, en quittant le gouvernement, j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet-là en particulier parce que, je suis tellement dépitée de voir combien les associations qui travaillent pour les femmes, qui travaillent sur l'environnement, qui galèrent pour trouver des fonds de fonctionnement. Ensuite, je sais combien l'émancipation économique et financière est essentielle pour permettre aux femmes de se réaliser. J'ai rencontré beaucoup trop de femmes qui étaient victimes de violences intrafamiliales et qui me disaient « Madame la ministre, je ne peux pas partir, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, je ne veux pas mettre mes enfants en difficulté. » Et ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça, quand on a travaillé sur la loi de Marie-Pierre Rixain, mais on s'est battu comme des belles diablesses pour imposer à la BPI, mais Marie-Pierre vous en parlera probablement beaucoup mieux que moi, applaudissez-la parce que cette loi, c'est quand même... Et Marie-Pierre, maintenant que je ne suis plus ministre, je peux le dire, ils nous ont vraiment cassé les pieds. Parce que l'égaconditionnalité, c'était ça qu'on visait. Mais vous savez, parfois, il faut faire des compromis pour arriver... Voilà, nous, on voulait des quotas, on voulait qu'il y ait autant de femmes dans les COMEX, dans les CODIR, qu'il y a d'hommes, parce que c'est là que les décisions se prennent et c'est là qu'on peut faire bouger les lignes. Et donc, on a dû faire certaines concessions, mais il ne faut pas lâcher l'égaconditionnalité. Je sais que Marie-Pierre continue de travailler dessus en tant que députée et je vous assure, le pouvoir, c'est par l'argent qu'on le prendra. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Il y a l'argent public, il y a l'argent privé, mais je vais vous dire une chose. Je suis à la tête de la Fondation Femmes Numérique. J'ai créé une association qui s'appelle La Puissance du Lien. C'est simple, hein. Les associations n'existent que parce que les entreprises leur donnent de l'argent. Sinon, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde et vous dirigez d'ailleurs une structure où vous avez besoin d'argent. La santé nécessite de l'argent. Tout est question d'argent. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si vous n'avez pas d'argent pour la mettre en œuvre, vous n'y arrivez pas. Et donc, s'il y a un pouvoir que nous devons absolument investir, c'est le pouvoir économique et financier. Les femmes, ou en tout cas les personnes qui nous soutiennent le plus, que ce soit à la Fondation Femmes Numérique, que ce soit à la Puissance du Lien, je suis directement allée voir les entreprises qui étaient portées par des femmes. Parce qu'elles ont tout de suite compris pourquoi on se battait sur ces sujets-là. Donc vous voyez bien que oui, il faut agir sur la CDC, il faut agir sur la BPI, mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de majorité décisionnaire féminine, et c'est pour ça qu'il faut équilibrer ces espaces de pouvoir. Alors, il y a Marie-Pierre qui veut répondre. Alors, on ne veut pas répondre, je veux rajouter 2 mots. Merci Elisabeth pour tout. En effet, je crois qu'on a 2. Nous raconterons nos mémoires un jour à 4 mains, probablement, quand de l'eau aura coulé sous les ponts. Mais sachez qu'en effet, l'égaconditionnalité a été intégrée donc dans la loi, puisque dorénavant, la BPI ne peut financer des entreprises, que des entreprises qui respectent d'abord l'index de l'égalité professionnelle, premier point. Que deuxièmement, nous avons donc intégré des quotas également à la BPI, 30 à 40% maintenant de femmes dans les comités d'investissement, que les fonds privés doivent également, pour l'instant nous ne sommes pas allés plus loin, je les ai mis un peu en garde cette semaine, mais voilà, ils doivent avoir en tout cas prêté une attention particulière à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur comité d'investissement. Ça, c'était le premier point. Et pour rebondir sur ce que disait à l'instant Elisabeth sur les associations, et puisque nous sommes là dans un réseau, enfin dans une fédération, j'ai envie de dire, de réseaux et d'associations, sachez que avant donc l'année dernière, avant donc le PLF 2024, le mot femme n'apparaissait pas dans le Code général des impôts. Il apparaît donc dorénavant à l'article
200 du Code général des impôts, puisque dans le cadre d'une proposition de loi que j'avais portée, donc dans le cadre du projet de loi de finances 2024, nous l'avons donc intégré à cet article 200, puisque dorénavant, les associations qui œuvrent à l'égalité entre les femmes et les hommes sont électives à l'article 200 du Code général des impôts. Et donc l'anecdote, c'est que pour la première fois, le mot femme apparaît dans le Code général des impôts. Bravo, bravo. Oui, moi je ne partage pas du tout cet enthousiasme, parce qu'il va falloir une centaine d'années pour arriver à faire mieux si on passe autant de temps sur si peu de choses, hein, qui paraissent beaucoup, qui sont beaucoup aussi. Donc je pense que l'IA peut nous aider à mesurer plus rapidement les inégalités et à les envoyer au plus haut. Il faut arrêter de ne pas parler, quoi. Il faut absolument qu'il y ait des tribunes régulières, je pense, dans le monde ou dans les échos ou je ne sais pas où, mais il faut qu'on s'organise pour avoir des tribunes ensemble sur ces sujets-là. C'est fini, les femmes ont envie de gagner de l'argent. J'entends encore ça dans la bouche des hommes, mais les femmes n'ont pas envie de gagner de l'argent. Okay ? Donc ce sujet de l'argent, il est majeur, je suis d'accord avec vous. Désolée d'avoir voulu renverser les nains, mais ce n'était pas le propos non plus. Mais c'est évident qu'il faut trouver des leviers, et il faut aller voir dans les écoles les plus appropriées peut-être, où sont les jeunes filles demain. Moi je crois beaucoup à la jeunesse qui va pouvoir bouleverser les choses, mais en tout cas il faut les entraîner à ça. Et on a des messages à faire passer, pourquoi on ne s'organise pas pour les faire passer en boucle, tout le temps, répéter. Il me semble qu'on ne peut pas dire que c'est brillant, dire juste là, si l'effort est trop haut, j'ai l'impression que c'est l'Everest. Donc je ne sais pas comment vous voyez l'avenir, mais est-ce que l'IA peut aider? Et en tout cas, la parole sur les réseaux sociaux, la parole sur les publications peuvent sans doute aider à faire prendre conscience et en tout cas ne plus être invisible. Donc c'est ton conseil pour en effet toutes les femmes J'ai tout qui des tas sont de présentes conseils, au réseau là. Est-ce que c'est celui-là ou tu en as un autre? L'autre conseil, c'est éduquer vos enfants pour aller vers des sujets scientifiques. C'est ça mon conseil. Les sciences, c'est demain. D'accord. Alors, Elisabeth, en une phrase, ton conseil pour les femmes des réseaux, ou les hommes, enfin comme il n'y en a pas beaucoup. Alors, je dis une chose, mais ça compte pas dans la phrase. D'accord. Non. Non, je voulais juste remercier Tougap parce que vous êtes vraiment une fédération solidaire. Quand on vous a contacté pour Femmes Numérique, quand on vous a contacté pour la puissance du lien, vous avez toujours été là. Quand je vous parle, et c'est peut-être ça ma phrase, quand je vous parle de sororité, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'on est copines, c'est pas ça. Je veux juste que vous compreniez de la puissance et la force que nous, les femmes, nous avons quand nous sommes déterminées. Et je vous assure que rien ne nous résistera si on y va en rang serré. En rang serré. N'oubliez pas que cette IVG qui a été constitutionnalisée, des sénateurs un peu penauds qui avaient voté non, ont dit non mais en fait je vais voter oui parce que ma nièce, ma fille et ma femme m'ont dit que c'était bien de voter oui. En fait, c'est extrêmement important que vous ne sous-estimiez pas la force et la puissance qui est entre vos mains, et quand elle est démultipliée, elle peut faire des miracles. Très bien. Estelle, votre conseil? Difficile de faire mieux. Les femmes peuvent et doivent changer le monde en prenant les postes aux plus hautes responsabilités. Bravo, merci beaucoup. Vous pouvez applaudir nos panélistes. Merci. Et alors maintenant, j'annonce donc la pratiquement dernière étape, avant-dernière étape, qui est la présentation du livre blanc de Tougap. Et j'appelle sur scène Brigitte Grésy, Nicolas Ellerman, Catherine Logier, Bénédicte Bedaine. Merci.